La vaccination au Covid-19 ouverte aux plus de 75 ans et personnes atteintes de pathologies graves. Exemple au centre de vaccination départemental à Grenoble et également au CHU où s'est rendu ce matin le ministre Olivier Véran. La métropole de Grenoble annonce qu'elle va préempter les bâtiments du groupe hospitalier mutualiste. En octobre dernier, le GHM avait été vendu à Doctegestio. Et puis en attendant peut-être une réponse sur la réouverture mercredi, des descentes au flambeau étaient organisées samedi soir dans les stations de ski par l'ESF. C'était le cas aux Deux-Alpes. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 18 janvier 2021. Toutes les heures à partir de 18h15 pour retrouver l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. La campagne de vaccination contre le Covid-19 s'intensifie. À partir de ce lundi, les 105 000 personnes âgées de plus de 75 ans en Isère, ainsi que les personnes souffrant de certaines pathologies, sont invitées à venir se faire vacciner. Ouverte jeudi, la plateforme de prise de rendez-vous a été prise d'assaut. Le planning était donc bien rempli ce matin au centre départemental de santé de Grenoble. Lina Badreddine. C'est à leur tour, aux personnes de 75 ans et plus et aux plus fragiles de se faire vacciner. Il y a une très bonne infirmière, moi qui ai une peur bleue des piqûres, ça s'est vraiment très bien passé. Et je conseille à tout le monde de le faire. Je pense que c'est la seule solution si on veut se sortir de cette pandémie. Se faire vacciner est une chose, mais faut-il encore réussir à prendre rendez-vous ? Seulement, un problème se pose. L'ARS a pour l'instant limité l'attribution de doses de vaccins par centre à 30 par jour, alors qu'au moins 105 000 personnes sur le département font partie du public prioritaire défini par le gouvernement. C'est pas possible qu'on soit autant en retard en France. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont décédées et devraient quand même prendre les devants. Ça me fait réagir en étant, comme l'ensemble des Isérois, très frustré parce que nous avons la capacité à vacciner. Nous pouvons mettre en place des lignes de vaccination, mais nous manquons de vaccins, mais comme l'ensemble des départements français, comme notre pays. Donc bien évidemment, je le regrette et je suis frustré. Impossible donc de prendre rendez-vous car les 2339 créneaux calés jusqu'au 5 février ont d'ores et déjà été pris d'assaut. Au-delà de cette date, pas de rendez-vous possible non plus car le département sécurise les rendez-vous des vaccinés qui devront recevoir leur seconde dose. Mes parents n'arrivent pas à se connecter, n'arrivent pas à prendre de rendez-vous, comme ils ont 80 et 79 ans. Et donc, c'est pour ça que je me suis permis de leur demander. Et bon, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de rendez-vous pour l'instant. Donc, il va falloir qu'ils essayent encore de se connecter et puis voir et attendre. Voilà. C'est donc l'embouteillage. Les 200 lignes téléphoniques ouvertes sont submergées et les Isérois cherchent par tous les moyens à joindre les centres de vaccination. Quitte à appeler d'autres services, Béatrice reçoit de nombreux appels de personnes cherchant un rendez-vous pour un vaccin Covid. Comme on est un centre de vaccination, vaccination BCG, ils téléphonent également chez nous pour se faire vacciner du Covid. Et le problème, c'est que malheureusement, on n'a plus de place et que je ne sais pas quoi leur répondre. C'est le problème. Bon, alors du coup, on les réoriente sur la plateforme de téléphone, mais qui est complètement saturée. Pour l'instant, la seule solution est d'attendre l'augmentation du nombre de doses disponibles pour créer de nouveaux créneaux de vaccination. Et pour le jour où des créneaux se libéreront, je vous rappelle l'adresse de la plateforme où s'inscrire à santé.fr. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez appeler le numéro unique 04 76 00 31 34 de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait choisi un lieu familier pour lancer cette nouvelle campagne de vaccination. Le CHU Grenoble-Alpes, où il a longtemps pratiqué en tant que neurologue. Devant une forêt de micros tendus, l'ancien député isérois a rencontré praticiens et personnes venues se faire vacciner. Il a dit comprendre la frustration. Partout en France, plus de 800 centres de vaccination, à l'instar de ce centre grenoblois, se sont mis en place. Dans ce centre grenoblois, aujourd'hui, ce sont près de 600 personnes qui ont pris rendez-vous, qui viennent pour pouvoir se faire vacciner, recevoir leur première injection, ça prend quelques minutes, et repartent avec leur rendez-vous pour le rappel de vaccination dans 3-4 semaines, selon les créneaux qui sont disponibles. Je suis très fier de mon hôpital, très fier du CHU de Grenoble, enfin je suis très fier de tous les hôpitaux en général, mais en particulier celui de Grenoble, qui est effectivement l'hôpital dans lequel j'ai appris la médecine, dans lequel j'ai eu un vrai bonheur à exercer pendant des années. Je suis très fier parce que c'est un hôpital qui a fait plus de 8000 vaccinations en quelques jours, qui s'est structuré de façon remarquable avec les libéraux, avec les élus, tout le monde a bossé. Cette organisation logistique, je le dis, elle fonctionne, elle est opérationnelle, elle continue de monter en régime avec l'accélération de la campagne de vaccination dans les EHPAD. Nous aurons largement atteint notre objectif du million de Français vaccinés d'ici à la fin du mois. Tout le monde ne peut pas être vacciné en un jour ou une semaine, non pas parce que
la logistique ne suivrait pas, mais parce que l'enjeu, c'est d'avoir suffisamment de doses pour vacciner tous les Français. Autre dossier qui est sans doute arrivé aux oreilles du ministre de la Santé, et ce n'est certainement pas terminé, celui de la reprise de l'activité du groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, passé de Adrea à Doctegestio à l'automne dernier. Association de riverains, d'usagers, de salariés manifestent depuis des mois leur opposition à cette vente pour que le GHM reste dans le secteur non lucratif. Certains sont d'ailleurs en grève illimitée depuis ce midi. S'agissant des bâtiments qui devaient être rachetés prochainement par une filiale de la Caisse des dépôts et consignations, la métropole de Grenoble a annoncé ce lundi qu'elle allait exercer son droit de préemption, mais aussi soutenir l'action en justice des usagers et salariés pour voir si toute la procédure a bien été respectée. Adrea et MFI ont été substitués par Doctocare et Mutuelle du Var, qui s'avèrent être des mutuelles, pour l'essentiel constituées par des salariés du groupe Doctegestio. Donc c'est quand même étonnant comme procédure quand même. Celui qui reprend, c'est celui qui substitue. Donc là, il y a besoin, à un moment donné, d'y voir clair dans un objet très complexe. Il suffit de lire aussi les bilans. Mais c'est pour ça que j'ai demandé aux autorités compétentes d'exprimer leurs propos là-dessus. Donc moi, je m'appuie sur celles et ceux qui savent. Alors, effectivement, j'attends des réponses que je n'ai pas eues. Ça fait déjà plusieurs mois, donc je les attends très sérieusement. La mutualiste, ce serait le plus gros objet qui serait détenu par Doctegestio, qui est devenu maintenant avec. Évidemment, on ne peut pas se permettre de jouer à la roulette russe sur ce sujet-là. Donc il est normal que les élus demandent des comptes sur ce qui sera l'avenir, puisque c'est la santé des métropolitains qui est en jeu. Une décision qui devrait être validée par le prochain conseil métropolitain le 29 janvier. Samedi soir, animé dans un hangar de Saint-Martin-d'Air proche du campus, près de 200 personnes, la plupart alcoolisées, se sont retrouvées pour faire la fête, faisant fi des règles sanitaires et couvre-feu. C'est une riveraine qui a prévenu les forces de l'ordre. 38 participants ont été verbalisés, des produits stupéfiants retrouvés sur le DJ. Tout comme l'organisateur, il est convoqué devant le tribunal le 26 janvier. Un garçon de 19 ans a été présenté en comparution immédiate ce lundi pour violence, outrage et provocation à la rébellion. Velouté de potimarron, écume de thé noir fumé, chutney d'abricot sec, rouget de roche, jus corsé parfumé au jasmin et fèves de tonka. Quelques-uns des plats signatures de Stéphane Froidevaux, le chef du Fontaine-Latour à Grenoble, qui vient de décrocher sa première étoile au guide Michelin. Ça faisait bien longtemps que la capitale des Alpes n'avait pas abrité un restaurant étoilé. Les inspecteurs du guide rouge ont souligné un travail soigné, goûteux, créatif, sans être débridé, en proximité avec la nature, à découvrir à emporter en ce moment. Le chef Stéphane Froidevaux sera l'invité du JT mercredi à partir de 18h. En Isère, le Fontaine-Latour rejoint donc les 2 étoiles de la maison Haribert à Euriage, celle de la Pyramide, l'étoile de l'Émulsion, du domaine de Clairefontaine et de l'Ambroisie, et celle du Petit Polyte, Chalet-Mounier aux Deux-Alpes. La Tour d'Essence à Tonsin et Palais-Grillé à Corançon perdent en revanche leur étoile. Les Deux-Alpes, où, comme dans toutes les stations de ski, on digère mal la non-réouverture des remontées mécaniques. Le gouvernement devrait faire de nouvelles annonces à ce sujet mercredi. En attendant, le monde de la montagne se mobilise et samedi soir, c'était au tour du syndicat national des moniteurs du ski français qui avait lancé un appel à ces pulls rouges pour relayer sur leur domaine une descente au flambeau. Je vous propose d'écouter le directeur de l'ESF des Deux-Alpes où 80 moniteurs ont allumé la flamme de l'espoir. Nous avons organisé une descente au flambeau dans de nombreuses stations françaises, orchestrées par les moniteurs de l'école du ski français. Ce petit geste symbolique pour montrer qu'on est tous solidaires en montagne et que cette période difficile doit bien marquer les esprits, qu'on est organisé, prêt et surtout qu'on est dans de bonnes dispositions pour accueillir de nombreux skieurs si cela pouvait être possible. On a des magnifiques conditions de neige, tout est prêt et tout a bien été huilé pour qu'on soit organisé et qu'on puisse respecter tous ces gestes barrières. Et voilà, ce soir, on voulait montrer que tous les professionnels de la montagne étaient disponibles et bien présents. Et on enchaîne avec le Zap Sport, le résumé de l'actualité sportive du week-end, une actualité un peu tristoune, sauf pour le FCG. C'est Lucille Dailly qui l'a préparé.
Nos équipes nous ont habitués à mieux, mais on trouve au moins une bonne raison de se réjouir. C'est cette victoire du FCG Rugby, la deuxième consécutive dans ce championnat de Pro D2. Et même si nos rouges et bleus se sont fait des frayeurs au stade des Alpes en retombant dans leur travers face à la Lanterne Rouge Soyaux-Angoulême, ils ont su rebondir, gagner 25-20 et monter d'un cran au général. Ils sont 11e, mais se rapprochent de la 6e place avec encore un match en retard. En revanche, le GF38 a raté son rendez-vous à Toulouse. Malgré une bonne première mi-temps, les Grenoblois ont encaissé 2 buts en seconde et ils descendent à la 5e place. Les Brûleurs de Loup soufflent le chaud et le froid. Vendredi, ils se sont imposés 8-4 à Cergy, mais le lendemain, en déplacement à Mulhouse, les Grenoblois ont subi la pression. Menés 3-0, ils sont revenus 3-2, mais 2 buts dans la cage vide en fin de match rendent la victoire incontestable aux Alsaciens. Grenoble est 8e après 10 matchs. Le hockey français travaille toujours pour sauver la Ligue Magnus dans une formule où le huis clos ne mettrait pas les clubs en péril. Et puis la grosse déception sur le Dakar pour Alexandre Giroux qui a dû abandonner l'épreuve comme l'an dernier à la suite d'une casse moteur. Le pilote de quad était alors 2e du général. Mais on termine sur le sourire de l'équipe de France de biathlon qui remporte le relais masculin d'Oberhof au terme d'une course du Villardien Émilien Jacquelin en mode rafale sur le pas de tir. Et puis ne ratez pas à 18h15, 20h15, 22h15, G-Sport avec toujours Lucille Dailly, consacrée cette semaine au sport de glace en Isère avec de jeunes champions. Ensemble, sauvons le Jazz Club de Grenoble. C'est le cri du cœur lancé par les bénévoles de l'association et les artistes. Pascal Cobert, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes bénévole au Jazz Club de Grenoble. Alors déjà, vous pouvez peut-être nous rappeler ce que c'est que le Jazz Club ? Alors le Jazz Club existe depuis quelques décennies déjà. Moi je viens effectivement d'entrer dans l'équipe, mais il existe depuis les années 50. Auparavant c'était dans une cave de la rue Berlioz et puis aujourd'hui tout se passe dans la salle Stendhal qui est à côté de la MJC des Allobroges, entre le musée de peinture et le musée de l'ancien évêché. Et il y a là tous les jeudis soirs des concerts, plus un festival dans la première quinzaine d'octobre. Et tout ça fait travailler plusieurs centaines de musiciens chaque année, quoi, avec une poignée de bénévoles, une trentaine, une quarantaine de bénévoles vraiment très actifs, et puis environ 200 adhérents qui sont un peu les chevilles ouvrières de ce jazz club, qui existe, encore une fois, depuis très longtemps, mais qui aujourd'hui prend de plus en plus d'importance, puisque la Soupe aux Choux, qui était un peu le club de jazz historique de Grenoble, Grenoble était d'ailleurs une des très rares villes de province à ne pas avoir un club de jazz permanent. La Soupe aux Choux a fermé puisque son propriétaire a pris sa retraite il y a 4 ou 5 ans. Et donc aujourd'hui, la seule manière d'écouter du jazz à Grenoble, c'est de passer par le Jazz Club. De quand date le dernier concert au Jazz Club ? Alors le dernier concert date du 15 octobre pour ce qui concerne les concerts du festival d'automne. Le dernier concert, sinon, remonte à la deuxième quinzaine de septembre, dans la saison 2020-2021, nous n'avons réussi qu'à faire, donc encore une fois, c'est tous les jeudis soirs, un concert qui démarre à 19h, ce qu'on appelle apéro-concert, et nous avons réussi à en faire que 3 en septembre, et puis ensuite le confinement est arrivé, donc on est obligé d'arrêter. Et vous avez eu la chance de pouvoir caser votre festival. Et le festival est tombé juste entre les gouttes, puisque effectivement sur la première quinzaine d'octobre, les concerts étaient autorisés, alors à demi-jauge, donc avec moitié moins de public que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et seul le dernier concert qui se déroulait le samedi, jour où démarrait le couvre-feu, ce concert-là devait démarrer à 20h et on a réussi, parce que c'était Dédé Ceccarelli, un batteur parisien qui venait de Paris, donc pas très loin, on a réussi à le faire avancer à 18h et le concert a bien eu lieu. On a fini à 20h, je crois que le confinement démarrait à 21h ou quelque chose comme ça, mais vraiment on est passé entre les gouttes, quoi. Vous lancez une souscription sur Hello Asso. L'objectif, c'est de récolter 20 000 €. Vous en êtes à peu près au tiers. Il reste 42 jours pour vous soutenir. Cet argent, il va servir à quoi ? C'est ça. En fait, tous les concerts qui avaient été organisés, qui auraient dû être organisés sur le deuxième trimestre 2020, nous les avions décalés. Donc on aimerait bien nous pouvoir payer ces musiciens. Évidemment, là, aujourd'hui, ils n'ont pas lieu, donc on n'a pas vocation non plus à payer les musiciens, mais cette somme d'argent sert aussi à financer toute la partie publique qui n'a pas pu assister au concert parce que les jauges étaient réduites de moitié,
Et puis aussi une partie des frais de fonctionnement de l'association. Il n'y a pas de salariés dans l'association, ce ne sont que des bénévoles. Enfin, on a besoin de cet argent pour continuer à survivre et à proposer des choses à l'avenir. Oui, à proposer du jazz sur Grenoble. Est-ce que vous prévoyez aussi le fait que ça puisse ne pas rouvrir tout de suite? Est-ce que par exemple vous pourriez faire des concerts à huis clos, diffusés sur Internet ou... Pourquoi pas imaginer ça, mais je sais pas si le public sera là. Puis en fait, il y a déjà tellement d'autres expériences dans ce domaine de la vidéo en ligne. Il y a des grands concerts qui se déroulent sur Internet, il y a des grands concerts sur YouTube, sur Facebook. Moi, je suis pas très grand fan de ces systèmes de réseaux sociaux. Et puis, je crois qu'au fond, le jazz singulièrement, mais la musique, c'est la musique, elle est vivante. Et la musique, c'est aussi de partager un verre entre les deux sets des musiciens pendant les concerts. Et tout ça, ça n'existe plus. Donc on est vraiment dans une situation très très difficile pour les spectateurs, bien sûr, mais aussi et surtout pour les musiciens. Donc il faut que le jour où ça pourra reprendre, vous ayez de quoi faire fonctionner normalement l'association. Exactement. Donc d'où ce lancement d'un financement participatif qui passe par une association qui aide les associations. Donc il ne s'agit pas d'une structure privée. Donc tout ce qui va arriver, il y a des contreparties pour les gens qui acceptent de cotiser, il y a des cadeaux qui sont offerts, etc. Mais tout ce qui va arriver sur le compte de l'association bénéficiera au fonctionnement de l'association. Merci beaucoup Pascal Cobert. Je rappelle que la cagnotte pour le Jazz Club de Grenoble a été lancée sur Hello Asso. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.